figurer au programme de tous les partis politiques. Maintes fois promise, chaque fois abandonnée. Ismaël Sankoutir, à Aujourd'hui l'Histoire, la réforme du mode de scrutin pour un système plus représentatif du vote populaire. Le système a joué en faveur des conservateurs cette fois-ci. C'est assez rare que quand le système, avec ses distorsions, joue en faveur d'un parti, il se précipite pour changer le système. C'est une réponse que vous donnez pour votre parti. Non, justement, on n'a pas abandonné. L'idée, c'est pas pour rien qu'on a fait un livre vert là-dessus. Et je me souviens de vous avoir expliqué. Je suis peut-être passé à l'opposition un peu avec vos réactions. Les propos de René Lévesque à l'émission Hebdo Dimanche en 1979. C'était l'un de ses plus grands rêves, réformer le mode de scrutin pour y établir une sorte de proportionnel plus représentative de la volonté des électeurs. Mais même lui, malgré les promesses, a échoué. D'autres plus tard ont saisi la balle au bond, de Jean Charest à Bernard Landry, en passant par François Legault et Justin Trudeau au fédéral. Mais personne, au final, n'a su remplacer le mode de scrutin actuel, responsable de nombreuses distorsions. C'est que M. Bourassa et son gouvernement ont dit des choses qui sont quelque peu imprécises au point de vue de la réforme électorale. Il faudrait une réforme de la carte et du régime électoral. Maintenant, si ce n'est pas fait, ou entrepris sérieusement dans l'année qui vient, c'est-à-dire au cours d'une ou deux sessions, soit rapides ou régulières, il est évident que la volonté de réforme, dans ce domaine-là surtout, diminue traditionnellement dans les gouvernements, avec les divisions que ça crée chez les députés, et vous savez, le point qui arrive entre le cœur et la volonté. Seulement, si d'ici un délai comme celui-là, la réforme fondamentale n'est pas en marche, de façon à ce qu'on soit la garantie d'une élection qui n'aura pas de tripotage, puis qui n'aura pas de distorsion parlementaire des résultats. Non seulement il serait difficile d'y croire, mais je crois qu'il devrait devenir impossible d'y faire croire. Et ça peut être extrêmement dangereux. Autrement dit, les mois qui viennent pourraient être le tombeau de quelque chose de bien plus important, avec les ballons de 100 000 emplois, là, puis des choses folkloriques comme ça. René Lévesque, toujours 4 mai 1970, au lendemain de l'élection du 29 avril 1970, qui a porté au pouvoir le Parti libéral de Robert Bourassa. Alors, pour nous parler de cette fameuse réforme, mon invité, qui prône depuis très longtemps l'implantation d'un système proportionnel, Jean-Pierre Charbonneau, ancien ministre péquiste, ex-journaliste, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, celui aussi que vous suivez depuis très longtemps, vous étiez jadis l'adjoint parlementaire de René Lévesque durant son deuxième mandat. Vous n'aimez pas le système actuel, c'est connu, c'est clair, on sait où vous logez. Oui, je suis président du mouvement Démocratie Nouvelle qui existe depuis 1999 à la suite d'une des grandes distorsions qui s'était produite l'année précédente. Oui, mais pourquoi vous n'aimez pas ce système-là? Bien, exactement ce que Lévesque a dit, c'est-à-dire que ce système-là fait en sorte qu'il y a des distorsions tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont surreprésentés. Il y a des partis qui sont sous-représentés, il y a des partis qui ne sont pas représentés alors qu'ils devraient l'être. Et on vit en démocratie représentative. Le mot représentatif, ça veut dire que finalement, le poids politique des choix des citoyens devrait compter. Si les gens veulent un parti politique et ils sont majoritairement en faveur, ben ça va. Mais les autres aussi existent. On est donc dans une dynamique où on doit faire en sorte que chaque vote compte, et la réalité, c'est que chaque vote ne compte pas. Et en plus, on se retrouve parfois avec une double distorsion. Non seulement celle dont j'ai parlé, mais en plus aussi un renversement de la majorité, ce qu'on appelle la majorité, dans le sens où le parti qui est arrivé premier dans l'appui populaire se retrouve deuxième, c'est-à-dire dans l'opposition officielle, alors qu'il aurait dû être premier. C'est très difficile pour les gens de comprendre ça, puis d'accepter ça, parce que dans n'importe quel domaine, dans le domaine du sport, entre autres, le premier qui gagne, il a la médaille. Il est premier. C'est la médaille d'or n'est pas donnée aux Olympiques que celui qui est arrivé deuxième. Oui, aux élections, ici, c'est ça qu'on fait souvent. C'est ça qui est arrivé 6 fois, et à chaque fois, ça a créé des remous dans l'opinion publique importante d'où la fin du 19e siècle. Oui, bien, justement, revenons aux origines de notre système. Donc, uninominal à un tour, les critiques datent pas d'hier, les premières contestations remontent, effectivement, à la fin du 19e. Qu'est-ce qu'on lui reprochait déjà à l'époque? En fait, on lui reprochait d'être un système injuste. Par exemple, en 1886, en 1890, en 1900, à chaque fois, il y a eu des élections où le parti qui avait gagné se retrouvait évidemment dans l'opposition officielle. Alors, la réaction dans l'opinion publique, par exemple, à l'époque, c'était surtout des directeurs de journaux, Ulrich Barth en 1890, puis Amédée Deneau en 1900,
les gens qualifiaient le système d'injuste. Il n'y avait pas de légitimité. Autrement dit, l'autorité légitime venant d'une élection qui serait juste n'était pas au rendez-vous. Et en même temps, ce que les gens observaient, et ces journalistes-là, ces directeurs de journaux-là, ces éditorialistes-là, ils voyaient qu'en Europe, les gens abandonnaient le système britannique et remplaçaient ça par un mode de scrutin proportionnel. Il y a une variété de modes de scrutin proportionnels, mais l'idée de faire en sorte que dans une démocratie représentative, la proportion compte. Et là, dans certains cas, le scandale était énorme. Par exemple, en 1886, le Parti conservateur avait eu 46% des votes, mais 26 sièges seulement, alors que les libéraux avaient eu 40% des votes, donc 6% de moins, mais il y a eu 33 sièges. Et puis ça s'est produit à plusieurs reprises. On a juste à penser, par exemple, quand on parlait de René Lévesque, ce qui est arrivé au PQ en 1970, en 1973, le renversement qui s'est produit en 1966 avec la Révolution tranquille, qui a cassé l'élan du gouvernement de Jean Lesage, 41% des votes à l'Union nationale, mais 56 sièges, et le Parti libéral, 47% des votes, avec 50 sièges, donc 6 sièges de moins, et les libéraux avaient eu 150 000 votes de plus que l'Union nationale. Alors, à chaque fois... Ce qu'avait dénoncé à l'époque Jean Lesage, mais j'en reviens, bon, il y a eu effectivement plein d'exemples du genre. Puis dès 1966, justement, René Lévesque le fait remarquer, puis on va souvent l'entendre dans nos archives. Hein, il est très sévère envers le système. Pourquoi? Parce qu'il l'a vécu personnellement, justement, avec comme on le dit, le Parti québécois dans les années oui, mais quand c'est arrivé en 66, Lévesque était ministre. Oui, il était ministre libéral. Ouais. Le résultat, c'était que le 27 novembre 66, Lévesque dit dans une entrevue au Dimanche matin, la situation constitue un sabotage officiel et extrêmement pernicieux des fondements de notre démocratie politique. Et quelques années plus tard, quand il était, justement après les élections de 70 et de 73, il était devenu chroniqueur et avait à un moment donné déclaré, et ça c'est une expression qui est restée souvent, que j'utilise souvent, que le système est démocratiquement infect, c'est-à-dire qu'il y a des distorsions qui font en sorte que ce système-là n'est pas juste. Tous les voix ne comptent pas et chaque voix qui devrait compter ne compte pas. Alors, on est dans cette situation-là depuis très longtemps. En fait, c'est le système qu'on a depuis 1792, voilà. Sauf que depuis 1867, il y a comme une prise de conscience. Le premier qui a fait une espèce d'alerte, c'est Louis-Joseph Papineau, dans son testament politique en 1867 à Montréal, qui disait que finalement, un gouvernement légitime, c'est un gouvernement qui a l'appui de la majorité de la population. Et il voyait très bien ce qui s'était passé et ce qui se passait ailleurs aussi, déjà. Dans le fond, il était précurseur de cette idée qu'il faut que ça soit légitime. Il faut que les gens... Visionnaire, 100 ans plus tôt, parce que 100 ans plus tard, justement, on va l'entendre, René Lévesque en débattre. C'est intéressant parce que déjà, il parle du cynisme des électeurs en 12 décembre 1972 à notre radio, l'émission Présent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça va bien plus loin que ça. C'est... Finalement, quand on méprise trop les institutions démocratiques, surtout celle qui est fondamentale, celle du vote et de la représentation, que dans les nouvelles générations, on voit à quel point il y a un mépris qui s'installe, justement, et un mépris qui peut devenir absolument incurable pour ce qu'on appelle la démocratie, au moins formelle. Alors, que ce soit la carte, et ensuite la pression qu'on doit faire pour le mode de scrutin. La liste permanente, ça presse aussi, mais il paraît que ça va venir. Et puis éventuellement, le financement des partis. J'ai pas une grosse confiance aux libéraux de ce côté-là, je l'ai trop bien connu. Mais qu'on reprenne, bon Dieu, cette idée que les partis politiques, qui peuvent être des gouvernements, qui manœuvrent des milliards chaque année de l'argent de tout le monde, c'est des institutions publiques qui sont comptables devant le public et qui devraient ouvrir leurs livres. Alors, mais tout ça, c'est une réforme globale qui pourrait redonner, je crois, éventuellement, confiance aux gens dans le fondement même de la démocratie. Par les propos de René Lévesque en 1972, on sent la passion, la volonté. Oui, et c'est le premier chef politique dans l'histoire du Québec qui a pris ça à cœur, qui a vraiment fait le combat. Il y avait Arthur Sauvé, qui était chef du Parti conservateur en 1922, qui lui aussi s'était fait avoir et qui avait demandé au gouvernement de Tachereau de mettre en place une commission parlementaire pour étudier justement ce qui se passait en Europe, les nouveaux systèmes électoraux qui se mettaient en place. Bon, les libéraux qui avaient été favorisés à chaque fois depuis la fin du siècle précédent ont refusé. Mais Lévesque, lui, il y a cru. Il y a cru, mais pourquoi il a échoué, justement? Qu'est-ce qui fait que lui, qui a été très sévère, on l'entend vers le mode de scrutin, pourquoi il n'a pas réussi? Il n'a pas réussi parce que quand il a passé à l'action,
parce que son premier travail, le PQ avait été créé pour faire une indépendance, une souveraineté. Alors, il y a eu d'abord toute cette préparation pendant le premier mandat, et l'évêque s'est attaqué à la réforme du mode de scrutin. Il y avait déjà la carte électorale qui avait été modifiée, on avait fait une loi sur le financement des partis politiques, etc. Mais l'idée de la réforme du mode de scrutin, c'est s'y est attaqué dans le deuxième mandat, et pas au début. Parce qu'au début, on était pris avec la crise économique en 81-82. Alors, quand il a commencé à s'y attaquer en 83, il a donné le mandat au directeur général des élections, Pierre-Yves Côté, de faire des audiences publiques. Et ça a été fait. Donc, fin 83, 84. Et la recommandation de Pierre-Yves Côté, du directeur général des élections, c'était oui, on devrait aller dans la direction que proposait René Lévesque. Alors, l'évêque demande justement ce qu'on prépare un projet de loi. Et là est arrivée la réaction du caucus. Et ça s'est passé par la suite à quelques reprises. Alors, des députés, si j'étais là à ce caucus-là, des députés, des ministres qui avaient promis la main sur le cœur qu'il fallait, on suivrait René Lévesque et on ferait ce changement-là, là, changeaient d'idée. Changeaient d'idée parce qu'ils pensaient que finalement, ils avaient été élus avec le système en place. Ils seraient réélus avec le système en place. Puis en plus, comme indépendantistes, ils s'imaginaient que bon, mais avec le système en place, on peut prendre le pouvoir comme on l'a pris en 1976 avec 40% du vote, puis faire un référendum. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas tout faire un référendum, il faut le gagner. Pour le gagner, là, ça prend une majorité. C'est la proportion. Ça veut dire qu'il faut avoir 50 plus 1. Et ça, si tu ne cultives pas dans ta société une dynamique de coalition et de création d'alliances, ben, tu n'y arriveras pas. On n'y est pas arrivé. Alors, l'évêque, quand il a vu ça, il a forcé le jeu. Il y avait eu une coalition de citoyens qui s'était mise en place en 1984, 85, après le rapport du directeur général des élections. Et puis, voyant que ça ne fonctionnait pas, il a reçu des dirigeants de la coalition, puis il les a encouragés publiquement à mettre de la pression sur ses députés. Et puis, il avait commandé un sondage. Il l'a fait publier 3 jours après cette rencontre-là. Un sondage qui montrait que la majorité des gens voulaient justement qu'on aille dans cette direction-là. Sauf qu'il n'avait plus la force politique comme monarque élu parce qu'il était dans la période où il était malade, problème de santé. C'est un gouvernement usé, là. Usé. Et il n'y a pas eu, disons, la force politique de dire à son caucus, à son conseil des ministres, écoutez, on l'a promis, c'est dans notre programme depuis 1968, on y va, on le fait. Ça manquait. Il a manqué cette volonté. Parce que quand les gens disent René Lévesque, il ne l'a pas fait. Non, il a voulu le faire. C'est des députés, pas tous, des députés et des ministres conservateurs, avec des arguments fallacieux, ont bloqué, comme ça s'est fait par la suite. Qui n'ont pas voulu. Il faut dire aussi que l'opposition n'était pas très chaude à l'idée. On va écouter le sujet, justement, Jean-Noël Lavoie, leader de l'opposition officielle à Québec, c'était le 24 mai 1979. J'arrive au livre vert sur le mode de scrutin. Je suis bien honnête, on n'est pas prêt à s'embarquer dans le proportionnel. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est. On a des traditions électorales. Vous savez, il n'y a pas un système parfait. C'est peut-être pas si mauvais. Ça donne les chances. Moi, je suis un peu un fataliste, si vous voulez. Ça donne la chance à des gouvernements comme le Parti québécois, qui a été élu avec 41 %, de se faire valoir, ou M. Clark, de se faire valoir. Écoutez, ce n'est pas une priorité gouvernementale. Ce n'est pas un livre blanc du gouvernement, ou un livre vert, là. Un livre vert, ce n'est pas une priorité, cette question de proportionnelle. Ce n'est pas une priorité. Mais c'est l'argument qu'on nous sert tout le temps. C'est ce qui vient souvent. Bon, la stabilité. Comme le dit si bien Legault aussi. Au final, ce qu'on sait, l'histoire nous l'a prouvé, février 85, donc le projet de réforme du mode de scrutin est abandonné. À deuxième tentative, elle viendra beaucoup plus tard, en 1998. Pourquoi l'élection de 98 pour remettre cette question-là à l'ordre du jour? Parce que pour la 6e fois, le parti qui est arrivé premier dans le suffrage populaire, c'est-à-dire les libéraux de Jean Charest, s'était retrouvé dans l'opposition officielle. Alors là, il y a eu une autre réaction du public et le mouvement Démocratie Nouvelle que je préside maintenant depuis quelques années a été créé. Et une espèce de grande coalition citoyenne qui s'est mise en place et pour revendiquer. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que Lucien Bouchard, à un moment donné, a quitté et c'est Bernard Landry qui a pris le relais. Et Bernard Landry, à un moment donné, en 2002, au début de janvier, m'appelle puis me demande si j'accepterais d'être ministre de la réforme des institutions démocratiques, entre autres, d'autres choses aussi. Mais j'ai dit oui. Et là, j'ai lancé la réflexion sur la réforme du mode de scrutin. D'autres dossiers, c'était la réforme des institutions démocratiques. Il y a eu une grand-messe à Québec des États généraux en février 2003, présidée par Claude Belland. Et le résultat, c'était qu'on devait aller de l'avant avec un nouveau mode de scrutin de type proportionnel. C'était un des enjeux que j'avais mis dans le livre vert en débat public. Mais là, on s'en allait en élection.
Et je me rappelle très bien, le Conseil des ministres, tout à coup, là, eux autres, ils étaient prêts à retraiter puis à ne pas donner suite au rapport du Bélan. Là, j'ai dit ma démission sur la table, je suis au Conseil des ministres, j'ai dit c'est ben valeur, j'ai pas fait le tour du Québec pour qu'on arrête là. Alors, finalement... Donc, encore une fois, c'est le caucus c'était le Conseil des ministres, mais... À ma grande surprise, pendant l'élection 2003, Bernard... Il a fait 2 fois la même erreur. J'aurais jamais pensé les parlementaires de la dernière élection avec le mode de scrutin actuel. Moi, je n'en prenais pas, j'étais ravi. Jean Charest a emboîté le pas. Mario Dumont qui était là aussi. Alors là, tout le monde promettait en 2003 qu'on changerait le mode de scrutin, que ce serait la dernière élection avec le mode de scrutin actuel. Pressé par des personnalités politiques, parce que justement, fin 2001, début 2002, il y a ce mouvement dont vous parlez, mouvement citoyen qui s'appelle Démocratie Nouvelle, mais aussi des anciens politiciens, Claude Charron, Claude Ryan, entre autres, on va les écouter dans l'ordre. Je souhaite que le Québec passe de la société en noir et blanc à la société en couleur. Et seul un changement de mode de scrutin permettra aux nouvelles couleurs québécoises d'atteindre enfin le plateau de l'Assemblée nationale. Il y en a qui voudraient qu'on entreprenne toute la réforme des institutions. Si on veut tout mettre dans le même paquet, on va tout gaspiller. Je pense qu'il faut se concentrer sur le mode de scrutin. Une fois que cette réforme aura été réalisée, une autre pourra suivre. Et on connaît la suite. Oui, on connaît la suite, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Claude Ryan avait appuyé René Lévesque quand Lévesque avait voulu, quand je vous parlais tantôt du rapport du directeur général des élections 84, et qu'il y avait de la résistance, mais Claude Ryan, qui était chef d'opposition, appuyait le premier ministre Lévesque, il souhaitait qu'on aille de l'avant. Alors, lui non plus n'a pas changé d'idée, il s'est retrouvé quelques années après à réitérer cet engagement-là. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les élections de 2003, et puis finalement, c'est les libéraux de Jean Charest qui, ayant promis eux aussi que ce serait la dernière fois, avaient la responsabilité de faire la suite. Et la suite, ça a été, de 2003 à 2008, un avant-projet de loi, une consultation publique, commission parlementaire, même avec des citoyens qui s'étaient... des consultations, un rapport favorable, et là... Encore une fois, des députés est toujours favorable. Qui veulent garder leur siège. Alors, rendu en élection, il est trop tard. Benoît Pelletier, qui était ministre à ce moment-là, c'est qu'il fait la même chose que l'évêque. Il envoie la rondelle au directeur général des élections, Marcel Blanchet, et lui demande d'analyser l'avant-projet de loi puis le rapport de la commission parlementaire. En décembre 2017, M. Blanchet dépose son rapport favorable à l'avant-projet de loi. On devrait y aller, ce serait une bonne chose. Gouvernement, DGQ, population. Un peu comme au caucus du Parti québécois, au caucus des libéraux, des députés, puis des ministres. On se leur tend à toujours dire la même chose. Puis ils ont bloqué. Et Jean Charest, qui n'était pas un grand démocrate, ça n'a jamais été sa tasse de thé. C'est pas comme René Lévesque ou même Claude Ryan. Alors Jean Charest, qui n'avait jamais fait de grands discours sur ça, même s'il avait emboîté le pas, puis promis, finalement, a abandonné la partie. Et on s'est retrouvé, après 2008, avec une situation où il a fallu attendre presque une dizaine d'années. Oui, tout à fait, un retour à la case départ. Ce qui nous mène donc à la troisième tentative. Là, on est vraiment dans l'histoire récente. C'est celle de François Legault, qui était très, très dur à l'endroit du mode de scrutin, très critique. On va l'écouter. 9 mai 2018, une promesse formelle de la CAQ. Legault. Ça fait longtemps au Québec qu'on parle d'une réforme du mode de scrutin. Il y a eu des États généraux qui ont commencé en 2002 et qui ont fini en 2003. Pour moi, on n'est plus à l'étape des débats. On est à l'étape de l'action. On est à l'étape que ce projet devienne une réalité. Ouais. Il y a un consensus qui commence à se dégager. D'ailleurs, on en a la preuve ici aujourd'hui. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Je pense que les Québécois sont tannés de la vieille politique et ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. Donc, je suis heureux aujourd'hui de réitérer mon engagement. Si nous sommes élus le 1er octobre, un gouvernement de la CAQ va déposer un projet de loi dans la première année de son mandat et un gouvernement de la CAQ va mettre en branle une réforme du mode de scrutin pour être adopté dans son premier mandat. Puis la CAQ a été élue, mais réforme, il n'y a pas eu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'il y avait de plus en plus de résistance, et Jean Caucus est dans la garde rapprochée de François Legault, puis des fois, on se demande, est-ce que lui-même était sincère? Parce qu'il a promis plus
que tous les autres. Là, on a entendu René Lévesque, Claude Ariel, mais François Legault avait promis qu'il ferait mieux que tout le monde. Et le problème, c'est que quand ça a été le temps, finalement, il n'a pas passé à l'action. Il dira plus tard, bon, il n'y a pas d'appétit dans la population pour réformer le mode de scrutin. Oui, c'est drôle. Est-ce qu'il y en avait de l'appétit quand lui a signé l'entente? Quand son député, qui était le responsable du dossier, est allé en commission parlementaire à Ottawa, parce qu'il y avait Trudeau qui, entre-temps, imaginez-vous, la CAQ, qui était un parti d'opposition à Québec, va déposer un mémoire à Ottawa qui s'appelait « Oser la démocratie ». Je vais vous lire ce qu'il disait. Il faut lutter contre le cynisme et la perte de confiance des citoyens envers la politique. Il n'y a pas d'appétit, ils sont tous cyniques. Il y a un consensus au Québec pour une réforme du mode de scrutin. Avec raison. Malheureusement, ignoré par les partis politiques qui ont gouverné le Québec récemment. Par leur faute. Serait le pire scénario pour le Québec, pour le Canada et pour la démocratie. Ça, c'est le mémoire de la CAQ en 2015 à Ottawa. La CAQ elle-même. Ça reprenait des propos que François Legault a eu plus tard. Et tout à coup, le monde ne se bat pas dans les autobus, mais est-ce qu'ils se battent dans les autobus pour quoi que ce soit d'autre? En tout cas, on sent que la question vous passionne. Ça, c'est certain. Oui, mais ce qui est choquant, c'est de voir que finalement, on promet, quand on est dans l'opposition, on est prêt à aller très loin, mais on ne va pas jusqu'au bout. Tu sais, quand on regarde ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres endroits où on a réussi à faire des changements, on se dit pourquoi ici, on ne pourrait pas faire ces changements-là. Et dans le fond, comme on est dans un système parlementaire britannique, le premier ministre est un monarque élu. Et dans le fond, la condition pour que ça change, si le monarque élu qui s'appelle François Legault avait voulu, il avait juste à dire aux députés, je vous ai choisi, vous avez embarqué dans mon autobus, c'était marqué réforme du mode de scrutin. C'est qu'à parler d'autobus. C'était clair. Ça va changer le jour où il y aura un premier ministre qui dira à ses députés et à ses ministres, on va le faire. Et si vous ne suivez pas, vous débarquerez, j'en choisirai d'autres. En tout cas, plusieurs y ont cru, plusieurs l'ont promis, plusieurs l'ont dénoncé dès la fin du 19e siècle, donc ça date pas d'hier. Mais malheureusement, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, on demeure quand même avec ce système-là. Et certains considèrent que c'est malgré tout peut-être l'un des moins pires systèmes, en tout cas, c'est sûr. Attention, la stabilité, ça, c'est un grand débat. Oui, mais c'est ça, parce que la stabilité, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai que c'est un système plus stable. Je regarde tous les pays d'Europe du Nord, en fait, les pays occidentaux qui ont choisi un mode de scrutin de type proportionnel. La stabilité est aussi grande. Il n'y a pas plus d'élections dans ces pays-là qu'il y en a chez nous. En tout cas, ça, c'est la partie politique ou de sciences politiques. Non, mais c'est pas politique, il dit des faits niaiseux. On pourra le faire à ce moment-là. Mon invité, je rappelle, Jean-Pierre Charbonneau, ancien ministre péquiste, ex-journaliste, et président de ce mouvement, Démocratie Nouvelle, qui prône une réforme du mode de scrutin. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci de votre invitation. Ismaël Coutier, merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Au revoir. Plus ça change, plus c'est pareil, hein?